Un meurtre a été commis. Un témoin a appelé le 17. Le SAMU et police secours sont arrivés immédiatement pour constater le crime. En attendant l'arrivée du commissaire de la sûreté urbaine et des enquêteurs de la brigade criminelle, ils mettent en place un périmètre de sécurité. Donc madame, pourriez-vous me raconter ce que vous avez vu et entendu ? L'officier de police judiciaire encadre l'ensemble des équipes en charge de l'enquête. Il réalise les constatations sur la scène de crime. Il interroge également les témoins et les suspects. Oui, je travaillais dans le couloir lorsque j'ai entendu un cri, puis un coup de feu. Et j'ai vu M. Delval sortir du bureau de Mademoiselle Guichard. Alors je suis entrée dans le bureau et c'est là que je l'ai vu étendu sur le sol. J'ai crié et des collègues sont venus pour m'aider. Oui, bonjour monsieur le procureur, commissaire Fred, la sûreté urbaine de Douai. Oui, Vaillant, bonjour. Le procureur de la République est un magistrat du parquet qui dirige les équipes d'enquêteurs. Oui, monsieur le commissaire, je vous écoute. Nous avons une femme décédée à place Saint-Martin à Douai. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un homicide commis par un de ses collègues. Et le mis en cause est où, là? Le procureur de la République se renseigne sur les circonstances exactes de l'affaire et donne ses directives aux enquêteurs. Coordonnés par l'OPJ, l'équipe de la brigade criminelle et les fonctionnaires du service local de police technique peuvent alors procéder aux premières constatations sur le corps de la victime et sur l'ensemble de la scène de crime. Ils prélèvent différents indices et recherchent des traces papillaires ou encore de l'ADN. Ensuite, tout est photographié sur place puis mis sous scellé. Sur la scène de crime, le médecin réalise l'examen de corps lors duquel il propose des hypothèses qui permettent d'avoir une première idée sur les circonstances du crime. Docteur, quelles sont vos premières conclusions ? Eh bien, on a une personne de sexe féminin, cheveux châtains, 1m75. Le médecin légiste est chargé de faire des recherches sur place et lors de la levée de corps. Il déterminera le caractère suspect du décès et le délai post-mortem. On a un orifice cervical droit qui est un orifice d'entrée de plaie par arme à feu. Et pour une plaie qui, a priori, il n'y a pas d'orifice de sortie, mais qui, a priori, est profonde et massive. Et ensuite, sur Une enquête criminelle est un travail d'équipe. La brigade criminelle s'affaire sur la scène de crime. Dans le même temps, les équipes de la sûreté publique interrogent les témoins. Pour ce qui est des résultats de l'autopsie, ça confirme ce qu'on avait constaté lors de la levée de corps, avec un tir d'arme à feu unique, avec un trajet cervical horizontal et un orifice d'entrée, pas d'orifice de sortie. Et sur le reste du corps, pas d'éléments, pas de traces traumatiques sur l'ensemble du corps et également pas de violence sexuelle associée. Mercredi vers 17h, la police a localisé le véhicule de M. Delval. Elle a décidé de mettre en place un dispositif de surveillance afin de procéder à son arrestation. Monsieur Delval! Monsieur Delval! Monsieur Delval! Vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de Mademoiselle Guichard. Vous pouvez choisir de garder le silence, vous pouvez demander à être examiné par un médecin, vous pouvez demander à être assisté de votre avocat, nous pouvons éventuellement prévenir votre famille ou votre employeur. Allez-y. Durant la perquisition de la voiture, les policiers ont retrouvé l'arme qui pourrait avoir servi pour le crime, ainsi que le mot de convocation. Où étiez-vous le 12 mars à 13h ? Je suis allé à ma séance d'entraînement au stand de tir. Ensuite, je suis allé à l'entreprise ranger mes affaires dans mon casier. Là, la secrétaire voulait me voir et elle m'a annoncé que j'étais licencié. J'étais hors de moi et je suis parti. Et ensuite, vous êtes allé où ? J'étais hors de moi. Je suis parti en ville, j'ai traîné. Vous vous rendez compte que cette femme est morte ? Oui, je vous l'ai dit, je l'ai su après coup. Comme il y a encore des investigations à faire, les officiers de police judiciaire sollicitent la prolongation de la garde à vue auprès du procureur de la République. Nous avons des témoignages. On vous a vu sortir du bureau de la victime et retourner à votre casier dans le vestiaire. Et en plus, on a retrouvé uniquement vos empreintes sur l'arme d'entraînement,
qui peut correspondre en tout point à celle utilisée pour le meurtre de mademoiselle Guichard. Je pense qu'il est temps de dire la vérité. Je vous le redis encore une fois, je n'y suis pour rien. Je l'ai su après coup. Franchement, c'est inutile de nier. Toutes les preuves sont contre vous. Vous allez être déféré devant le procureur de la République et, d'après le code pénal, vous encourez une peine de 30 ans de prison. Malgré les éléments à charge, M. Delval reste sur sa position. Il sera donc déféré le lendemain à 19h. Le procureur de la République précise dans son réquisitoire introductif qu'il existe des présomptions graves contre M. Delval d'avoir commis le meurtre de mademoiselle Guichard. Il demande donc par écrit au juge d'instruction d'enquêter sur ces faits et de saisir le juge des libertés et de la détention afin de placer M. Delval en détention provisoire. Monsieur Delval, je suis saisie d'un réquisitoire introductif du procureur de la République car on vous reproche un fait de meurtre, d'avoir tué en l'espèce mademoiselle Guichard. Le rôle du juge d'instruction est de mener l'enquête à charge et à décharge. Il doit démontrer s'il existe ou non des charges à la fin de l'enquête. J'envisage de vous mettre en examen pour ce fait. Vous avez le droit de garder le silence, de faire des déclarations spontanées ou bien de répondre à mes questions. Que décidez-vous ? J'accepte de répondre à vos questions. Racontez-moi votre journée avant le décès de mademoiselle Guichard. La matinée, je l'ai passée au travail. À midi, je suis parti au stand de tir. Je suis arrivé vers 12h30. J'ai mangé, je me suis entraîné. Je suis reparti au travail vers 13h30. Je suis allé voir la secrétaire, elle m'avait demandé de passer la voir. Et là, elle m'annonçait que j'étais licencié. J'ai pas dit, on s'est engueulé et je suis reparti au vestiaire. Là, j'ai vu mon arme. Je ne voulais rien faire de grave. On s'est de nouveau engueulé et puis j'ai paniqué, le coup est parti tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je suis parti en courant. J'ai pris ma voiture, je ne savais plus ce que je faisais, j'étais complètement perdu. Le travail du juge d'instruction est, en fin d'enquête, de répondre aux questions où, quand, comment, pourquoi. Il doit pointer les divergences dans le dossier et montrer les correspondances pour décider à l'issue s'il y a ou non des charges. Vous reconnaissez donc, monsieur Delval, le fait pour lequel vous comparaissez devant moi, le fait de meurtre. Oui, je reconnais avoir tué mademoiselle Guichard, et cela n'était pas prémédité. Maître, avez-vous des observations à formuler sur la mise en examen envisagée ? Non, je n'en ai pas. L'avocat a assisté son client pendant la garde à vue et l'assistera pendant toute la phase de l'instruction. Il s'assure que les droits de son client ont été bien respectés. Très bien. Monsieur Delval, je vous mets en examen pour le fait de meurtre que je vous ai notifié. Je vous indique que je vais saisir le juge des libertés et de la détention pour que vous soyez placé en détention. Je vais le demander. L'instruction est une procédure souvent longue et complexe, car les juges doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour juger les faits. En agissant sur les décisions du juge d'instruction, les différents experts réalisent des analyses. Ainsi, le psychologue travaille sur la personnalité du mis en examen, son enfance, son histoire. Il essaie de comprendre les facteurs pouvant expliquer le crime. L'entretien a pu établir que M. Delval a subi un traumatisme lors de son premier licenciement, ce qui a entraîné un épisode dépressif. Le rôle du psychiatre est de déterminer si le mis en examen est atteint d'une maladie mentale ayant pu abolir ou altérer son discernement. En un mot, s'il a eu conscience ou non de ses actes. Les policiers, qui agissent sur commission rogatoire du juge d'instruction, interrogent certains témoins pour en savoir plus sur la personnalité du mis en examen et pour éclaircir des éléments de l'enquête. Le juge d'instruction, lorsqu'il a suffisamment d'éléments, rend sa décision. Dans le cas présent,
Toutes les parties reçoivent alors l'ordonnance de mise en accusation. M. Delval est donc renvoyé devant une cour d'assises pour homicide volontaire sur la personne de Mademoiselle Guichard. Mesdames, Messieurs, la Cour. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bonjour monsieur, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile? Je m'appelle Michel Delval, je suis né à Lille le 14 juillet 1957. J'habite 259 rue Racine à Oisier. Je suis sans emploi. Monsieur Delval. La présidente des assises est le chef d'orchestre de l'audience et s'assure de son bon déroulement. Elle connaît tous les éléments du dossier. Elle instruit l'affaire et dirige les débats. Nous allons procéder au tirage au sort des jurés qui vont être amenés avec mes assesseurs et moi-même à vous juger. Je vais donc tirer au sort 6 jurés parmi ceux présents dans la salle. Monsieur l'avocat général, quelles sont vos réquisitions quant au nombre de jurés supplémentaires? Un seul suffira, Madame le Président. L'avocat général est un magistrat du parquet. Il représente la société française. Il soutient l'accusation et requiert l'application de la loi. Maître Cocampo, avez-vous des observations? L'avocat de la défense porte les intérêts de la personne qui est accusée. Il n'est pas l'avocat du crime, mais du criminel. Je n'ai pas d'observation, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, à l'appel de votre nom, vous voudrez bien rejoindre la place que vous indiquera Madame l'huissier. Juré numéro 24, Monsieur Lallemand. Récusé. L'avocat général et l'avocat de la défense peuvent refuser que certaines personnes fassent partie du jury. Ils n'ont pas à justifier leur récusation. Juré numéro 26, Madame Collier. Madame, vous êtes le premier juré et à ce titre, vous signerez avec moi la feuille des questions. Juré numéro 12, Madame Choubnel. En France, depuis la Révolution, pour juger les crimes, Monsieur c'est-à-dire les affaires les Bernard. plus graves, les magistrats professionnels sont assistés par des jurés. Juré Ce numéro sont des 2, citoyens Monsieur tirés au Marronnier. sort sur les listes électorales, âgés de plus de 23 ans, sachant Juré lire et numéro écrire 18, et disposant d'un Madame casier judiciaire Bénard. vierge. Être juré est un devoir de citoyen. Juré numéro 30, Monsieur Barlet. Juré numéro 21, Monsieur Beunier. Je déclare le jury définitivement constitué. Je vais lire votre serment, après quoi chacun de vous, à l'appel de son nom, lèvera la main droite et dira « Je le jure ». Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Delval, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après ma déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de me rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de me décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. C'était la première fois que je rentrais dans un tribunal. Lorsque j'ai été appelée, j'étais très impressionnée et un peu pétrifiée aussi. L'ambiance y est très solennelle. À la veille, c'est physique, c'est la boule au ventre. On ne sait pas trop comment ça va se passer, on a peur aussi de ne pas être à la hauteur. Mesdames et messieurs les jurés, vous devez être attentifs à tout ce qui est dit à l'audience, ne pas parler des faits à l'extérieur et vous ne devez pas manifester votre opinion au cours des débats. Vous avez la possibilité de poser des questions, mais vous devez le faire en des termes qui ne révèlent pas votre pensée sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé. Vous devez réfléchir et vous prononcer indépendamment de ce que vous êtes,
de ce que vous avez pu entendre ou lire de l'affaire, car pendant cette audience d'assises, vous êtes des juges. Y a-t-il des personnes qui souhaitent se constituer partie civile? Oui, Madame le Président, Maître Lauzin, je suis l'avocate de la sœur de la victime, Justine Dufour. L'avocat de la partie civile défend les intérêts de la victime ou de sa famille qui se constituent partie civile afin de demander réparation de leurs préjudices. Leurs intérêts ne se confondent pas avec ceux de la société. Monsieur Delval, vous allez être jugé non seulement en fonction des faits qui vous sont reprochés, mais aussi en fonction de votre personnalité. Vous comparaissez donc devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à mademoiselle Guichard. Voici le résumé des faits. Le 12 mars 2013, vers 13h30, un appel téléphonique prévenait le commissariat de Douai qu'un corps avait été retrouvé dans une entreprise d'électricité. Immédiatement, il était fait appel au médecin légiste qui confirmait le décès. La présidente lit un résumé de l'affaire et des charges qui pèsent sur l'accusé. Sur cette accusation, monsieur, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Je l'ai tué, mais je n'ai pas prémédité cet acte. Tout cela s'est passé d'un coup. Je voulais simplement la faire changer d'avis. Monsieur Delval raconte ensuite dans les détails sa version des faits. Bonjour monsieur. Veuillez décliner votre identité, nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et résidence. Bonjour. Je suis Frédéric Hervé. Je suis né le 20 janvier 1975 à Villers. J'habite à Lille et je suis enquêteur de personnalité auprès des tribunaux. L'enquêteur de personnalité a travaillé sur la personnalité de l'accusé et expose à l'audience le résultat de son travail. Est-ce que vous connaissiez l'accusé avant les faits qui lui sont reprochés? Avez-vous un lien de parenté ou d'alliance avec lui ou est-ce que vous travaillez pour lui? Avant les faits, je ne connaissais pas l'accusé. Vous faites le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main et dire « je le jure ». Je le jure. Pour réaliser mon rapport, j'ai rencontré l'accusé, ses amis, ses voisins, ainsi que les services sociaux. Je peux indiquer que M. Delval a eu une enfance malheureuse, avec une mère battue et un beau-père alcoolique. Il est fort probable que cette enfance difficile ait un lien avec les actes qui lui sont reprochés. Au regard de votre enquête, comment pouvez-vous définir le caractère de M. Delval? M. Delval est en général assez calme, mais il peut être impulsif en cas de contrariété. Quelles sont précisément ses limites? Généralement, il a la tête sur les épaules, sauf lorsqu'il rencontre des problèmes. Il peut perdre cet état d'esprit. Je peux affirmer que l'atmosphère de violence qui régnait chez lui a pu influencer ses actes et son caractère parfois instable. À 19 ans, il a trouvé du travail dans l'entretien, mais quelques mois plus tard, il a été licencié. Il est alors tombé en dépression. Cette phase dépressive a été un traumatisme important pour M. Delval. Il n'a ensuite cessé de répéter que son acte envers Mlle Guichard était lié à ce traumatisme, cette dépression déclenchée par son licenciement. Il ne voulait pas connaître cela à nouveau. Le sujet s'est exprimé sans haine ni crainte, avec de la tristesse dans la voix lorsque nous évoquions les faits. C'est un homme plutôt calme, malgré une certaine impatience due au stress et à l'anxiété. Il est égocentrique, mais sa santé psychique ne présente aucun élément inquiétant. Il n'est pas dépressif. Nous avons pu établir que M. Delval est un homme stable, sans risque de récidive, avec quelques accès d'agressivité, mais il n'est pas violent. Oui, monsieur l'expert, que pensez-vous du comportement au travail de monsieur Delval? Il n'a pas été très loquace, mais il s'est toujours senti bien dans son travail. Je m'appelle Didier Faster. Michel est mon meilleur ami. Nous nous connaissons depuis l'enfance. C'est un gars vraiment bien. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là. Saviez-vous qu'il avait eu des problèmes après son premier licenciement? Oui,
Son licenciement l'avait énormément traumatisé. On entre dans une vraie vie, celle d'un homme qui pourrait être un ami, un voisin. C'est assez étrange. Alors, le plus difficile pour les jurés, hors la prise de décision, c'est la gestion des émotions. Ils sont confrontés à des événements dramatiques auxquels ils ne sont pas préparés. Ça pouvait être étrange de partager autant de choses avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est une expérience très marquante parce que justement on partage ces choses et on vit de manière passionnante toute cette histoire. Et on doit faire attention, être attentif, et pour ne pas perdre justement un seul détail de l'affaire. J'essaye de leur expliquer au début de la session d'assises comment ils vont être amenés à prendre ces décisions qui sont de grande importance. Je leur donne l'exemple du puzzle. Ils ont devant eux un puzzle qu'ils doivent remettre en ordre, ordonner. Et la personnalité, par exemple, de l'accusé est un des éléments de ce puzzle. Le 12 mars à 14 h, notre service a été saisi pour prendre en charge un décès survenu dans les bureaux. L'OPJ rappelle les différentes phases de l'enquête devant la Cour et les jurés qui ne connaissent pas le dossier. Il est rapidement apparu que des charges se portaient sur M. Delval, au vu des témoignages. Nous avons donc interpellé cet individu 2 jours après le crime. Brigadier chef, vous avez l'habitude de ce genre d'affaires. Est-ce que vous pensez que le tir a pu être accidentel? Ça semble difficile car M. Delval est un tireur sportif, habitué à utiliser son arme. Le tir n'a pu être que volontaire. D'autre part, nous n'avons pas trouvé de cause de violence qui aurait pu expliquer un tir de défense de la part de M. Delval. Rien à ajouter, tout est dit. Au cours des premières constatations effectuées sur la scène de crime, nous avions établi qu'il existait une plaie en région cervicale compatible avec un orifice d'entrée. Au cours de l'autopsie, il était noté une perforation de l'artère carotidienne qui avait entraîné le décès par hémorragie. La réalisation de crevés au cours de cette même autopsie n'avait pas mis en évidence de lésions de défense et il n'y avait pas de lésions sexuelles constatées lors de la réalisation de cette autopsie. Je travaillais dans le couloir lorsque j'ai entendu du bruit provenant du bureau de mademoiselle Guichard. Puis j'ai entendu un grand cri et un bang qui ressemblait à un coup de feu. Puis j'ai vu Michel sortir du bureau de mademoiselle Guichard. Alors je me suis rendue dans le bureau et c'est là que je l'ai vu, étendu sur le sol sans vie. J'ai donc appelé la police. Êtes-vous vraiment certaine que la personne que vous avez vue dans le bureau est bien M. Delval? J'en suis absolument sûre et certaine. Madame Dufour, pouvez-vous approcher de la barre? J'étais vraiment très proche de ma grande sœur, vous savez. J'essayais tout le temps de l'imiter. Je voulais être comme elle. Elle était si gentille, si généreuse, si sérieuse dans son travail. J'arrive vraiment pas à réaliser ce qui s'est passé. Qu'elle soit plus là aujourd'hui. Je l'aimais tellement. On ne peut pas partir avec des idées préconçues. En effet, nos jugements non, nos idées en fait fluctuent au fil de l'audience parce qu'on peut arriver à changer d'avis selon les témoignages et selon justement les avis des personnes que l'on a en face de nous à la barre. L'émotion la plus difficile à garder pour soi pendant l'audience, c'est une envie de pleurer, de la tristesse. Notamment au moment où la sœur de la victime témoigne, ou un membre de sa famille, ou un ami. En fait, il faut bien faire la part des choses. On ne juge pas avec ses émotions. Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, celle qui devrait vous parler ici, c'est la victime, Mademoiselle Guichard. Malheureusement, Mademoiselle Guichard n'est plus parmi nous. Mademoiselle Guichard avait une vie. Elle avait toute une vie devant elle. Une seule question pour ceux qui restent. Pourquoi? Pourquoi elle?
celle que je défends, en est convaincue. C'est un homicide volontaire. Justine Dufour n'attend qu'une chose de cette audience, ne souhaite qu'une chose, que justice soit faite. Vous êtes entré dans cette salle il y a 2 jours et vous avez découvert brusquement, presque par effraction, l'univers des assises. Lorsque vous en sortirez, vous serez différent. Il y aura le silence des questions restées sans réponse. Il y aura aussi les choses que vous n'oublierez jamais. C'est un univers où se conjuguent la vie, la mort. Il vous faudra tenter d'approcher la vérité. L'avocat général, c'est la voix de la société. Je n'ai pour devoir que de requérir ce que je crois convenable au bien de la justice. Et ma mission est de rappeler les valeurs fondamentales de notre droit pénal et de notre procédure pénale, de faire la démonstration de la culpabilité de l'accusé et de vous expliquer les raisons qui me conduisent à requérir contre lui une peine. Oui, une peine, car Monsieur Delval, vous avez tué une femme. Je soutiendrai donc contre vous l'accusation d'homicide volontaire. Je requiers à l'encontre de Monsieur Delval la peine de 15 années de réclusion criminelle. Vous venez d'entendre la voix de l'accusation. Tout n'est pas simple. Oui, vous allez le condamner, mais il faudra justement le condamner. Vous devez être certain qu'il a voulu donner la mort. Je vais vous inviter à réfléchir. Réfléchir sur vos incertitudes ou vos certitudes et à les mettre en balance. Avez-vous trouvé dans le dossier des preuves concrètes, matérielles, que le meurtre ait été prémédité? Je n'en ai vu aucune. Alors, dans le secret de votre délibéré, vous allez devoir le juger, mais il faudra aussi rendre justice. Lui sait qu'il est coupable. Coupable d'avoir tué, mais innocent de toute préméditation. N'oubliez pas qu'on ne condamne les gens que sur la certitude de ce qu'ils ont commis. La Cour vous remercie, maître. Monsieur Delval, veuillez vous lever. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, je m'excuse auprès de Madame Dufour. Pouvez vous asseoir. Je déclare les débats terminés. J'ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains de Madame la greffière, à l'exception de la décision de renvoi que je conserve en vue de la délibération. Je précise que les questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre seront posées dans les termes de la décision de renvoi. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles, desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Être juré, c'est une expérience qui marque à jamais toute une vie. C'est une fonction importante, on a une décision grave à prendre qui met en jeu la vie d'autres individus. Selon les moments de l'audience, au fur et à mesure des interventions des uns et des autres, on est parfois amené à réviser son jugement, voire à changer d'avis. On a les yeux partout, on regarde, mais surtout, on écoute. Il faut écouter beaucoup, car on va avoir à faire preuve de fermeté
mais aussi de compréhension. Être juré, ça m'a fait comprendre le rôle que tout à chacun a à être lorsqu'on est un citoyen. Et on vit des moments dramatiques et intenses et passionnants. Il y a des moments importants. Naturellement, la discussion au moment du délibéré. Mais les suspensions d'audience sont essentielles parce que pendant ces moments, on discute avec les autres jurés, les magistrats, et tout ça relié à ce qu'on a retenu de l'audience contribue à forger l'intime conviction.